Et bienvenue à tous. Encore une fois, ce rendez-vous tête à tête, une formule qu'on a mis en place chez Raymond Chabot Grant Thornton pour répondre à des enjeux de l'heure, pour nous permettre d'avoir accès surtout à des personnalités de très, très haut calibre, pour nous donner leur perspective sur des sujets qui nous interpellent tous. Et aujourd'hui, Paul, j'ai le grand plaisir et le privilège d'accueillir Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alitia, une entreprise de technologie numérique qu'il a fondée et qui l'a fait croître de façon phénoménale depuis maintenant 2011, je crois, donc déjà une dizaine d'années. Peut-être un petit peu le contexte. Lors de cet échange, Paul va nous partager ses réflexions sur les enjeux actuels en matière de technologie, bien sûr, parce que c'est son monde, mais également sur la place essentielle que prend l'humain à travers cette évolution technologique. Plus particulièrement, nous aborderons un sujet pour lequel je considère qu'Alitia a été précurseur, soit son introduction en bourse en 2018. Maintenant, je sais pertinemment que plusieurs de nos participants branchés aujourd'hui ont bien hâte de savoir comment tu as vécu le premier appel d'offres à l'épargne, la pertinence, les études de faisabilité, les défis, puis les surprises aussi. Surtout tes conseils pour un jour aspirer à ça. Je le sais, Paul, parce que quand les gens s'enregistrent, ils peuvent mettre des questions. Donc, on a déjà reçu des questions et les questions qu'on a reçues étaient toutes sur le même sujet. C'était celui-là. Donc, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Donc, pour nos participants, au bas de vos écrans, vous voyez le bouton Q&A. À n'importe quel moment durant la réunion, gênez-vous pas, posez des questions. On va garder 10 minutes à la fin pour les répondre et je ferai le tri entre celles qu'on a déjà reçues et celles qu'on recevra, séance tenante. Je tiens à vous souligner que le webinaire est enregistré et sera disponible sur le web. Paul, si tu me permets, je voudrais faire une petite biographie très rapidement de ton passé avant de passer à la période d'échange. Donc, quelques faits saillants sur ta carrière. Il cumule près de 30 ans d'expérience dans le monde des affaires, diplômé du Collège militaire royal du Canada en génie informatique et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Institut des administrateurs de société, un outil pertinent quand on est rendu en bourse. Il est depuis 2011 le président et chef d'exploitation d'Alitia et il a aussi été nommé en 2012 chef de la direction. Il a reçu plusieurs distinctions, mais il y en a une que j'aimerais souligner en 2020, le prix PDG émérite d'Investissement Québec remis par les chefs de file de l'industrie de la technologie québécoise. Pourquoi je souligne celle-là? C'est parce que la reconnaissance qui touche le plus au cœur, Paul, c'est celle de nos pairs. Les autres, bon, OK, on en a de temps en temps, mais celle de nos pairs, elle est la plus difficile à avoir. Évidemment, tu es impliqué dans le Québéking par ta participation à différents CA, très engagé sur le plan social et particulièrement pour les causes qui touchent les enfants, le souci de la diversité parmi d'autres, et on aura l'occasion plus tard d'en parler un peu. C'est un immense plaisir de t'accueillir, Paul. Vous êtes près de 350 personnes branchées aujourd'hui. Je vous remercie de nous accueillir dans votre foyer ou dans vos bureaux parce qu'on ne sait plus aujourd'hui. Paul, comment vas-tu? Premièrement, merci beaucoup de l'invitation, Emilio. Très, très honoré d'être là. Puis j'ai vu la brochette de gens qui sont passés avant moi. Puis c'est un privilège d'être là. Merci beaucoup. Puis ça va très bien de notre côté. Parfait. Et bon, écoute, avant d'aller plus loin, moi, je pense qu'en 2-3 minutes, ça vaudrait la peine que tu nous parles d'Alitia parce qu'à partir de ça, on va pouvoir décortiquer un peu les choses qui vont intéresser les gens. Parfait. Peut-être juste à très haut niveau, Alitia aujourd'hui, c'est plus de 3300 professionnels dans le domaine de la stratégie et de la transformation numérique. En français, ce que ça veut dire, c'est qu'on accompagne la moyenne et la grande entreprise dans le virage vers l'utilisation des nouvelles technologies, l'automatisation, l'optimisation de ce qu'ils font en utilisant la technologie. Sauf que la plupart du temps, le problème n'est pas technologique, mais ça, on va en parler plus tard. Puis on est spécialisé vraiment d'amener les entreprises dans ce qu'on appelle le cloud ou l'info nuagique aujourd'hui. Ouais. Bien, écoute, c'est clair que
vous avez le vent dans les voiles parce qu'il n'y a pas une journée, même encore ce matin, qu'il n'y a pas quelque chose qui part sur fil de presse, sur des annonces. Ce matin, c'était un contrat sur 3 ans avec un ministère important du gouvernement du Québec. Et donc, ce n'est pas juste la transformation numérique dans l'entreprise privée, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Puis on s'entend que les façons de faire se doivent de changer. Les gens en veulent plus pour moins, fait que ça passe par d'autres façons de faire. On a vécu une crise sans précédent, on va le dire. Je disais avant qu'on embarque sur la ligne que j'ai vu ma fille pour la première fois en 18 mois parce qu'elle demeure aux États-Unis. C'est compliqué de traverser les frontières. Comment est-ce que ça a changé votre quotidien la dernière année et demie chez Alithya? Écoute, je pense que la première réalisation, avant d'arriver vraiment au changement du quotidien, je pense que la première réalisation, notre vision, c'est de devenir le conseiller de confiance de nos clients en matière de stratégie et de technologie numérique. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on a été capable de réaliser au cours de la dernière année et demie, ça a été de valider notre vision, ce que ça voulait dire concrètement, puis les actions concrètes qui créent cet environnement-là aussi. Alors, au tout début de la pandémie, on s'est dit, bon, mais OK, on fait face à une crise. Quelles sont nos priorités pour the foreseeable future? On ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis, on s'est rapidement mis en mode, ben, chez nous, on a 3 priorités. Ben, une, c'est protéger nos gens. 2, protéger nos clients. Puis 3, protéger la compagnie. Alors, on a vraiment orienté toutes nos décisions court terme, moyen terme. Puis, si tu te souviens, Emilio, au début, il y a beaucoup de décisions court terme qui se sont prises dans bien des organisations pour comment on était pour dealer avec ça, jusqu'à ce que la poussière retombe et qu'on ait un petit peu de plus de clarté. Mais ça nous a vraiment guidés dans tout ce qu'on a fait au cours de la dernière année et demie. Puis du télétravail à tout le reste là, que les gens ont dû mettre en place rapidement, mais autant chez nous que chez nos clients, tous les bénéfices, les choses qu'on a dû changer, mettre en place pour améliorer l'environnement des gens et les permettre de travailler dans la nouvelle réalité. Puis la réalisation ce qui m'a le plus frappé ou ce qui a le plus changé dans notre quotidien, pour moi, c'est l'accélération. C'est de voir à quelle vitesse on est capable de faire des choses quand les facteurs de réussite sont réunis, tant du côté du secteur privé que du secteur public. Là, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi, là, si on se parlait, Emilio, on dirait in your dream, ça n'arrivera jamais. Là. Il n'y a pas personne qui va vouloir que ça fonctionne. Puis pourtant, aujourd'hui, il y a des choses que maintenant on accepte comme le nouveau normal, qui aurait été impensable il y a 1 an et demi. Là. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce qu'on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre, mais je me souviens que un 9 novembre à Québec, on déroule une nouvelle stratégie parce qu'aux 2-3 ans, tu fais une mise à jour, puis 3-4 mois plus tard, c'était pas aux poubelles, mais on ne pouvait plus passer 3 ans, il fallait passer la prochaine semaine, puis le prochain mois, puis le prochain trimestre au maximum. Ouais. Effectivement, et je pense que toutes les entreprises qui ont eu du bon leadership, une bonne réaction en gestion de crise ont un peu vécu ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des affaires ça nous prenait des mois, des années, peut-être jamais à avancer. Ouais. Et ça s'est fait dans des minutes. Donc, on avait des rencontres, puis c'était go. C'est ça. On fait quoi là? Ouais, OK, go, on le fait. Si c'était pas, ben, on va poser la question, on va faire un sondage, on n'a pas le choix, il faut le faire tout de suite. C'est la survie de nos gens, puis de l'entreprise, puis de nos clients qui est en jeu. Là. J'aime beaucoup ta référence à tes clients parce qu'à quelque part, on a des métiers qui se ressemblent. C'est qu'on a une clientèle qui nous regarde en nous disant ces gens-là sont capables de nous aider. Puis, de toute façon, on ne se permettrait jamais d'avoir tout ce monde-là chez nous, mais eux autres ont des expertises. Puis on sait, par exemple, que le commerce de détail était déjà challengé. Puis ça a peut-être accéléré certaines affaires, mais il y en a d'autres qui se sont retrouvés, qui avaient fait des investissements importants en virage numérique, qui se sont retrouvés dans le Klondike. Est-ce que tu peux me parler peut-être de ce que tu as vu dans ta clientèle? Écoute, nous, on est très privilégiés, que ce soit par design ou par chance. On a réalisé après quelques mois que tous nos clients, sauf un, puis on en a des centaines de clients, là, tous nos clients, sauf un, étaient dans des industries de services essentiels. Alors, tous nos clients avaient le même problème, justement, de comment on s'adapte, comment on continue de donner des services dans le contexte actuel. Puis
Puis on avait déjà entamé chez nous le virage numérique parce que on veut eat your own dog food. On a dit c'est des choses avec lesquelles on va aider nos clients. Alors, on avait déjà, tous nos systèmes étaient déjà dans le cloud. On s'apprêtait à aménager dans nos nouveaux bureaux en mode collaboratif, agile, ainsi de suite, le 20 mars 2020. Ouais. Juste après qu'on envoie tout le monde à la maison, nos nouveaux bureaux ont ouvert. Mais alors, on avait déjà commencé ça, on avait déjà les outils en place, les gens pouvaient travailler à distance, toutes nos choses étaient dans le cloud. Alors, le 13 mars, quand on a envoyé tout le monde à la maison, à part le concept de dire on envoie tout le monde à la maison, les gens étaient équipés pour le faire. Alors, on a adapté nos processus, nos façons de faire, mais côté technologique, on était équipés au point où, une anecdote, on avait des laptops en surplus. Parce que, justement, tous nos employés avaient des laptops. Et puis là, si tu te souviens, Emilio, là, quand ça a commencé, il y a eu une pénurie globale sur la planète de laptops. Puis je reviens au principe de base, c'est de protéger nos gens, de protéger nos clients. Bien, la première chose qu'on a fait, ça a été d'appeler des clients, de dire avez-vous besoin de laptops? On en a, on va vous les donner. Puis ça a été comme la bougie d'allumage pour dire bien, quoi d'autre qu'on peut faire pour aider nos clients qui sont vraiment en crise, sont mal pris. Alors, ça a été un petit geste, mais qui a été très apprécié par tout le monde puis qui venait justement appuyer ce qu'on voulait faire. Alors, on a dit quoi d'autre qu'on peut faire? Quoi d'autre comme ça? Alors, des procédures de télétravail, des façons de faire, la sécurité ajoutée, comment. Alors, toutes ces choses-là, on a créé un site pour les clients. On a appelé ça notre site, justement, là, de mise en place de système d'urgence. Puis alors, on avait une place où nos clients pouvaient aller, puis on pouvait leur fournir de l'information et on accumulait de l'information de nos partenaires, comme vous autres aussi. On dirigeait les gens vers nos partenaires. On dit, bien, écoutez, ils avaient des problèmes de ce côté-là. Allez voir le site de Raymond Chabot ou de nos avocats ou ainsi de suite. Dans tous les secteurs d'activité, c'est un peu ce qui s'est passé. La collaboration n'a jamais été aussi importante. Je retiens une couple d'affaires de ce que tu viens de dire. Un, c'est on n'aura jamais vu autant de reverse engineering de stratégie. Donc, ça fit dans la stratégie par après. On agit en premier, puis après ça, on a été stratégique. Puis, il n'y a rien de mal à ça. Hein? C'est de la définition pure de l'opportunisme. Donc, l'opportunisme, c'est de la stratégie dans des situations hors de l'ordinaire. C'est un peu normal. L'autre chose que je retiens, c'est quand tu parles, puis je ne sais pas si tu le sais, fait que des fois, je fais le miroir, tu parles beaucoup des humains dans ton entreprise, nos gens, nos clients, nos services, l'interaction, un petit geste, etc. Puis j'aimerais peut-être creuser ça un peu plus. Comment est-ce qu'on jongle avec la gestion du changement et l'humain à travers toutes ces transformations numériques-là? Écoute, j'ai un livre que je recommande qui est de Simon Sinek qui s'appelle Start with Why. Moi, j'ai toujours cru que l'humain a une capacité d'adaptation incroyable, puis on l'a vécu là, aux stéroïdes dans la dernière année et demie. Des gens qui juraient que jamais leur job pourrait se faire à distance, ben maintenant ne veulent plus revenir au bureau. Alors, ça a été planétaire. C'est vraiment un phénomène que comment je pourrais dire ça? On a vécu un phénomène que très peu de gens vivent de leur vivant. C'est un événement générationnel comme la Grande Dépression ou une guerre mondiale. Je veux dire, ça a affecté la planète. Et les gens se sont adaptés. Non seulement adaptés, il y a des industries qui ont décollé. Écoute, la restauration s'est complètement transformée, malgré les pénuries et les défis qu'on a aujourd'hui. Alors, moi, j'ai toujours cru que quand on regarde un projet technologique, un changement de façon de faire, whatever, quand les gens comprennent pourquoi on le fait et comprennent la nécessité de le faire, ben, c'est beaucoup plus simple d'amener le changement, d'éduquer les gens là-dedans. Qui aurait dit que 95% des adultes seraient vaccinés ou pour la vaccination au Québec il y a un an? Écoutez, il y a un an, c'était les vaccins sont sécuritaires, sont ici. Maintenant, c'est l'exception, les gens qui ne sont pas vaccinés. C'est incroyable au Québec ce qu'on a réussi. Alors, je dis, il y a tellement de choses comme ça, quand on partage la bonne information, quand on peut éduquer les gens, qu'on peut réaliser, c'est incroyable. Ben, écoute, il y a beaucoup d'optimisme et de positivisme dans ce que tu dis. Ça me touche beaucoup, évidemment. Tu as dit quelque chose sur lequel je veux revenir. Je pense que ta phrase était « Les gens ne veulent même pas revenir au bureau ». Quelque chose comme ça.
Ouais. Tu as, avant la COVID, loué un certain nombre d'étages. Un peu comme moi, je suis dans mon bureau puis je ne vois personne dans le corridor. Oui, oui, vous voyez notre belle cafétéria derrière moi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas une joke, là, c'est une réalité. Fait que, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que vous avez pensé à moyen et à long terme? Ça va être quoi le modèle d'affaires de demain? Oui, ben, écoute, comme je dis souvent, là, de genie's out of the bottle. Là, ça ne reviendra pas comme avant. Je veux dire, pour moi, c'est une opportunité incroyable. La productivité de nos gens a augmenté. La perte de temps en déplacement, l'empreinte écologique, tout autour. Là, pour moi, le télétravail, c'est fantastique. Euh, on fonctionnait déjà comme ça aux États-Unis. C'est drôle, hein? Aux États-Unis, on avait seulement un bureau qui était pour des raisons administratives, mais tous nos gens travaillaient à distance déjà. Alors, le changement était très simple aux États-Unis du jour au lendemain. Les gens voyageaient moins en avion, par contre, mais les gens étaient déjà en télétravail. Alors, on a été capable de reprendre beaucoup de ce qu'on faisait dans notre unité d'affaires américaine dans le reste de l'entreprise. Maintenant, on ne reviendra jamais 100% comme avant. Il va y avoir d'alternance. Il y a des jobs qu'on peut faire 100% à distance. Puis comme vous, dans la consultation, la plupart des gens ne venaient pas au bureau de toute façon. Ils venaient certaines fois, la plupart du temps, ils étaient chez le client ou à un projet ou ainsi de suite. Alors, vraiment, le côté real estate, pour nous, ça va être pour créer un endroit de rencontre, pour faire des événements, de la formation, des besoins comme ça, des projets spéciaux, mais la plupart des gens ne travailleront pas ici à temps plein, là, loin de là. On avait déjà commencé à réduire nos espaces planchers. Et puis, comme on fait beaucoup d'acquisitions, ben, c'est simple quand on fait une acquisition, on n'a pas besoin des baux. C'est une synergie immédiate. Alors, on sait qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, on est capable de durer là, pour un bon bout de temps. Tu viens de toucher sur un point qui est dans mon métier, c'est quand on fait l'analyse des synergies dans une transaction, j'imagine que dans l'analyse des synergies, il y en a des nouvelles qui sont plus faciles à accéder. L'autre chose que tu touches, nous, on s'est beaucoup inspiré de vous, d'Alicia et de d'autres dans ton métier, c'est que parce que l'outsourcing est beaucoup plus fortement implanté dans vos industries, vous avez des outils, des mesures de performance, des méthodes de gestion qui peuvent en inspirer d'autres. Puis mon dernier commentaire là-dessus, que je pense qu'il est important pour tout le monde de savoir, c'est que Alicia nous a même accompagnés récemment dans l'implantation d'un logiciel qui était Go Live 29 juillet 2019. Juste à temps. On time, on l'avait collé un an après. On budget. Not on spec quite. Mais bon, on a ajouté C'est jamais exactement comme on pense au début que ça va l'être. Mais je vais te dire une phrase dans laquelle je crois, parce qu'il y en a qui se disent on aurait dû faire ce changement-là, ça fait bien longtemps, mais je pense qu'il coïncide beaucoup avec le cloud. Et donc, oui, peut-être qu'on aurait pu le faire là, 8, 9 ans, mais on n'aurait pas pu le faire là, 20 ans. Donc, il est arrivé au bon moment. Mettons que s'il y avait un moment à arriver, personne n'aurait voulu une pandémie, ni les décès que ça a provoqué, parce que cette semaine, je pense qu'on va dépasser le 5 millions mondial. C'est énorme de décès depuis le début de la pandémie. Mais nous, comme gestionnaire, il faut qu'on dise la vérité. Et donc, on avait des choses. Là, je veux passer au cœur de notre discussion parce que les gens veulent entendre une partie. Fait que je vais commencer par le rêve. Le rêve de plusieurs entreprises québécoises aujourd'hui devenues des leaders nationaux et internationaux dans leur secteur d'affaires, c'est concrétisé ou coïncide avec un moment où ils ont eu accès à du financement public. Puis je peux nommer des noms. Le premier, j'ai fait exprès. Donc, par exemple, CGI, Saputo, Bombardier, Cascade, Couche-Tard, puis plus récemment, des Lions, des Dialogues, des Lightspeed, etc. J'en passe. Maintenant, je vais faire un constat qui m'a toujours dérangé. Le poids économique du Québec est de 20 de l'économie canadienne. Mais on compte 7 des entreprises canadiennes inscrites aux deux principales bourses du groupe TSX. Bon, bien que les dernières années aient vu un engouement indéniable, dont le tien, dans cette période-là, tu es un des premiers, mais c'est quand même le cas, ça demeure beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas, il n'y en a pas assez.
Et je vais en parler, on a des opinions de notre firme qu'on a publiées, je vais en parler tout à l'heure, mais je vais commencer par te poser la question, pourquoi, why, hein, on retourne à ton livre, pourquoi Alithya a fait le choix d'entrer en bourse en 2018? Très bonne question. Moi, quand j'ai repris l'entreprise en 2011, les clients, dans le but de créer ce conseiller de confiance dans l'industrie, les clients nous disaient pas, on vous aime bien gros, mais vous êtes trop petit. Hein, on a des grands projets. On trouve que vous faites un excellent job, mais si on veut vous donner des projets stratégiques, des projets d'entreprise, puis vous avez 30 millions de revenus, pour un projet de 30 millions, bien, on va passer à un autre grand joueur. Alors, vous devez aller chercher de la masse critique rapidement parce que nos clients aussi consolident leurs fournisseurs pour avoir moins de gens et moins de partenaires avec qui ils sont plus près. Puis ça, c'est mondial, là, ce mouvement-là. Là. Dans toutes les grandes entreprises, on essaie de consolider, avoir moins de fournisseurs, simplifier le modèle d'affaires, avoir des partenariats plus près. Alors, on a commencé à chercher des entreprises qui nous ressemblaient, où les gens voulaient rester et qui avaient le même défi que nous. Alors, on a trouvé des entreprises qui étaient vraiment des experts dans leur domaine, qui frappaient un mur avec les grandes entreprises pour dire, on vous aime bien gros, mais vous êtes trop petits. Alors, aujourd'hui, la plupart de nos leaders viennent d'acquisitions passées. On les a mis ensemble. Maintenant, pour s'assurer que les gens avaient un engagement pour le long terme dans l'organisation, ça, c'est avant de devenir public, on faisait un échange, on payait une partie en cash, on prenait de la dette et une partie en actions. Comme compagnie privée, là, gérer multiples actionnaires, c'est très complexe. Hein? Emilio, on pourra en parler, mais alors, quand on avait des gens qui étaient près de la retraite, puis ça, on pourra s'en parler tantôt, comment tu trouves ça, qui voulaient vendre leurs actions, ça devenait très complexe, le calcul du prix de l'action avec des experts externes. Alors, on a dit, c'est inévitable qu'à un moment donné, on va devoir aller public pour permettre aux gens de vendre et d'acheter quand ils veulent et de fournir un marché plus liquide aux actionnaires de l'entreprise. Notre objectif, basé sur des discussions, des questions, j'ai rencontré plein de PDG, je me suis informé avant. Comme je mentionnais tout à l'heure, je suis passé par l'armée pendant plusieurs années, puis un des dictons qu'on disait, c'est Time spent on reconnaissance is seldom wasted. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à me préparer avant. Bon. Et tout le monde me disait, Paul, dans ton industrie, en bas de 300 millions de chiffre d'affaires, pense-y pas, ça ne vaut pas la peine d'aller public, vous ne serez pas assez gros, bien sûr. Alors, nous, on avait un plan, on va se rendre à 300 millions et après, on va aller public. Alors, on se préparait en conséquence de ça, on a mis un conseil en place, et ainsi de suite. Puis il est arrivé un événement qui a fait qu'on a dû précipiter l'entrée en bourse à cause d'une acquisition d'une entreprise américaine qui était publique. Et la seule façon qu'on pouvait faire la transaction, c'était par une transaction très complexe, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'était de devenir public à travers l'acquisition de cette compagnie-là. Alors, on l'a fait plus vite que prévu, mais c'était le plan de le faire pour toutes les raisons là, que j'ai dit. Avant d'aller dans l'histoire, parce que tu as une histoire qui est effectivement hors de l'ordinaire, j'aimerais peut-être juste retourner sur quelques petites affaires que tu as dit. Un, il y a, parce que le pourquoi, c'est start with why. Nos clients nous le demandaient. Il y avait, c'est ça, c'est une question de légitimité, c'est une question de sécurité pour la clientèle. Et ça partait des clients, encore les clients. Ouais. Après ça, tout de suite après, il y a eu la monnaie d'échange. Et donc, pour les employés, parce qu'il y a de la générosité, il y a du partage là-dedans. C'est de dire, on est allé chercher des entreprises, puis là, on s'est retrouvé avec des modèles de calcul qui différaient dépendamment de quand est-ce qu'ils ont commencé, dans quelle compagnie ils venaient, etc. Je comprends très bien ça. Et là, c'est le bordel pour quand il y en a un qui s'en va, le valoriser, puis est-ce qu'on a les ratios pour pouvoir le racheter? Sinon, il est en maudit. En tout cas, toute l'histoire, je la connais quand même assez bien. Et ça, par contre, c'est l'humain encore. C'est l'employé et la monnaie que ça donne pour pouvoir partager la richesse qu'on crée. Je trouve ça vraiment très bien. Et tu allais maintenant embarquer sur le comment. Je pense que tu as une histoire qui vaut la peine de raconter parce que ce n'est pas une émission publique classique. Il y a le côté américain là-dedans et il y a aussi une histoire où on renverse les rôles. Fait que peut-être en parler un petit peu.
Alors, il y avait une acquisition. Alors, nous, on s'est fait un plan pour revenir à ce que tu viens de dire. Nos clients, on a suivi ce que nos clients nous ont dit. Vous avez besoin d'être plus gros. Et voici les domaines dans lesquels on veut que vous soyez un leader. Alors, il nous a certaines technologies, certaines solutions, mais ainsi de suite, basées sur les besoins de nos clients. Fait que ça, c'était la première façon. La deuxième, c'est comme on est dans une industrie du savoir, hein, nous, ce qu'on achète et ce qu'on vend, c'est des cerveaux. Alors, on veut les garder. Alors, pour nous, la question d'actionnariat était très importante. On voulait que les gens viennent parce qu'ils veulent rester. Et d'ailleurs, quand on fait des acquisitions, la première question, c'est qu'on demande aux gens pourquoi ils veulent vendre. Puis s'ils veulent vendre pour cash out, s'en aller, ça ne nous intéresse pas. Alors, on cherche des acquisitions où les gens veulent rester et nous aider à grandir plus rapidement. Alors, il y avait une compagnie aux États-Unis qui s'appelait Edgewater, que je connaissais très bien parce que j'ai travaillé aux États-Unis pendant 12 ans. Ils étaient de l'autre côté de la rue d'où mon bureau était. Je les voyais, je connaissais les gens. Et ils avaient 2 divisions qui nous intéressaient. C'était une compagnie publique qui avait quatre différentes divisions qui n'avaient jamais été intégrées. C'était très complexe. Et nous, on voyait une opportunité immédiate là, avec cette acquisition-là, des synergies, ainsi de suite, déménager le siège social de Boston à Montréal. Alors, pour nous, c'était comme un slam dunk. Et on a approché l'équipe de management là-bas. Oui, on veut vendre. Il va y avoir un process. Ils ont commencé un process. Puis ça n'a vraiment pas bien été. Le processus, on est sorti. Il y avait quelque chose qui clochait dans le processus pour finalement, on est sorti, ça n'a pas fonctionné, puis ils ont arrêté le processus, puis ils n'ont pas vendu la compagnie. Il y a eu après ça des actionnaires qui ont fait des démarches pour se débarrasser de l'équipe de management. Alors, il y a eu un proxy fight avec des investisseurs activistes. Ils ont changé l'équipe de management. Ils ont repris le contrôle de la compagnie. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le président du fonds activiste. J'ai dit, écoutez, nous, votre compagnie nous intéresse. Quand vous aurez réglé vos problèmes, rappelez-nous. Il m'a rappelé 2, 3 semaines après pour dire, bon, ben, Paul, viens me voir. Je vais le voir, je lui ai expliqué ce qu'on voulait faire. Puis eux ne voulaient pas du cash. Eux voulaient embarquer dans une organisation en croissance et ils voulaient rester comme actionnaires. Alors, la seule façon qu'on pouvait faire la transaction, c'était un échange d'actions. Et comme ils étaient déjà à la bourse, on a dit, alors ce qu'on a fait, ce n'est pas un IPO, ce n'est pas un SPAC, c'est un reverse triangular merger. Et ça, vous pourrez en parler à nos gens de RCGT et les gens de Hustler qui nous ont accompagnés là-dedans. C'est compliqué, s'il vous plaît. Ouais. Alors, tout le beau plan qu'on s'était fait de préparer la compagnie, de faire un IPO, d'aller public, ça durait 9 à 12 mois, on se préparait, bien, il a fallu faire une acquisition et aller en bourse en 6 mois. C'est capoté ce que vous avez fait. Sur le Nasdaq. Ben, écoute, mais c'est ça. Fait que finalement, on est régi par un bureau de réglementation très exigeant. Il y a énormément de pression de conformité. Tu as répondu magnifiquement à une des questions que j'avais, qui était la pertinence. Mais là, je suis obligé de te demander la question qui tue parce que tu as dit quelque chose. On partage des valeurs très semblables. Moi, je crois beaucoup au recon. Fait que, puis là-dedans, il y a une étude de faisabilité, il y a un processus, mais tu as été vite. Là. Fait que je veux savoir, quand tu regardes en arrière, puis tu évalues l'état de readiness, là, de préparation de ton entreprise, qu'est-ce qui manquait? Parce que ça va répondre à ce que nos gens ont besoin de savoir. Tu as dit, j'avais déjà un board, ça c'est un élément, mais il y a sûrement d'autres affaires que tu as eu à dealer avec tout de suite, là, parce que tu n'avais pas de ça dans ton entreprise. C'est quoi les éléments? Absolument, tu as absolument raison, Emilio. On se préparait, on savait qu'on voulait le faire. Dans ma tête, on avait 2 ans devant nous. Alors, on avait déjà un board en place, on avait déjà des investisseurs externes, on avait des mécanismes, on avait commencé à mettre de la gouvernance en place, mais on était loin de la gouvernance d'une compagnie publique. Ouais. On n'avait pas de CFO qui avait l'expérience de compagnie publique, on n'avait pas de Chief Legal qui avait l'expérience de M&A, de compagnie publique, Canada, US, ainsi de suite. Mais on avait le reste. Investor Relations, j'imagine. Investor Relations, on n'avait pas. Et je dirais, on n'avait pas la masse critique pour aller en bourse non plus. Ouais. Alors, il y a aussi, parce qu'il y a des coûts associés à ça. Là. Alors, on a tout de suite été vers nos partenaires extérieurs et on a embauché des gens tout de suite. On a fait un executive search, on a trouvé un CFO qui avait l'expérience de ça. On a trouvé une chief legal incroyable qui avait l'expérience à l'international, d'M&A, de la bourse, ainsi de suite. Alors, ces gens-là, en plus de nos experts externes de chez vous, chez Hustler, nous ont accompagnés dans le processus, mais il a vraiment fallu concentrer 2 ans en 6 mois. Là. Ça a été, on a pris les bouchées doubles et triples.
pour être capable de réaliser la transaction. Et même en cours de route, il y avait beaucoup d'intérêt, même si c'était avant que les IPO soient populaires. Écoute, je pense qu'on était le seul IPO tech au Canada cette année-là quand on l'a fait. La journée qu'on est allé en bourse, qu'on est allé sonner la cloche Nasdaq, novembre 2018, c'est quand le marché a crashé. C'était comme, on avait tout contre nous là, quand on est allé public. On a réussi à le faire. On est bien fiers de ça aujourd'hui, mais ça n'a pas été simple. On a été très bien accompagnés. Écoute, premièrement, il faut que je te dise que les gens, je regarde toujours le nombre, les gens collent et je les imagine prendre des notes parce que tu as donné au moins 4 ou 5 points et c'est les gros morceaux, fait que c'est le fun. Fait qu'une fois que tu as tes gros morceaux, le reste, les gens sont intelligents, they figure it out, là, mais c'est parfait. Tu as terminé en disant, ça n'a pas été facile. Peux-tu peut-être nous donner un peu les inconvénients, les surprises, des choses que tu ne t'attendais pas et après ça, évidemment, les avantages. Oui. Écoute, des inconvénients, on en découvre encore. Une compagnie, exemple, une compagnie dont le siège public, dont le siège social est au Québec, qui est listé sur une bourse américaine, il y a tout un niveau de complexité, il y a des coûts d'assurance qui ont été ça a été assez public dans les journaux. Là. Il y a justement une entreprise récemment on parlait qui avait déménagé son siège social en Ontario à cause de ça, qui vient de revenir au Québec. Alors, ça, je sais qu'il y a un projet de loi pour changer ça. Puis j'ai bien hâte que ça se passe parce que c'est très compliqué pour des entreprises québécoises, qui est un autre incentive à ne pas aller public. Tu parlais des REA tout à l'heure. Là. Toutes les grandes entreprises publiques au Québec aujourd'hui, ou presque, ont passé par un REA. Tu mentionnais CGI, mais Cascade, Métro, Saputo, écoute, WSP, plein d'entreprises qui sont passées par là. Fait, je pense qu'il y a un allègement à faire pour les moyennes ou petites entreprises, appelons ça comme on veut, qui veulent avoir accès au marché public. Je sais que le REA avait bien des problèmes, mais il y a quand même des entreprises de classe mondiale aujourd'hui qui ont commencé comme ça. Alors, il y a du bon dans le programme. Je pense que c'est quelque chose que les gens devraient regarder. Ça un incentive. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de capital disponible dans le marché en ce moment. Alors, quelqu'un qui ne veut pas aller public, il y a d'autres options. Sauf que moi, j'aime bien la discipline et la gouvernance que le fait d'être public nous apporte parce qu'on doit répondre non seulement à un actionnaire, mais à plusieurs actionnaires. On doit mettre la discipline en place, la transparence et toutes les choses qui viennent avec ça. Puis je trouve que c'est bon pour la façon que l'entreprise est opérée. Et le fait d'être public, mais la journée que Paul Raymond prend sa retraite, on n'a pas besoin de vendre l'entreprise. Il y a un transfert naturel qui se fait à la succession de l'entreprise qui peut rester en bourse, continuer à grandir, puis ainsi de suite. Alors, pour moi, il y a beaucoup de bénéfices à le faire, mais oui, il y a des downsides dans le reporting. La compétition voit tes chiffres, voit tes marges, voit ce que tu fais, la stratégie et tout. Alors, il y a des avantages et des désavantages. Absolument. Tu es en train un peu de cocher les deux colonnes des gens sur l'appel, leurs pros and cons. Là, fait que, par contre, quand on finit puis la poussière tombe, je veux dire, d'avoir deux private equity à ta table ou d'avoir un board qui se soucie des parties prenantes, qui inclut des investisseurs qui sont plus dispersés, c'est à peu près la même pression, là. Fait qu'il faut quand même que tu répondes à des questions avec rigueur. Je pense qu'il faut en être lucide, là. Il faut voir avec les yeux grands ouverts. Ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils pour les dirigeants d'entreprise qui se préparent à faire le saut? Parce qu'il y en a sur la ligne avant que je passe à un autre. Moi, je dirais que si je regarde parmi les leçons apprises, je dirais une, c'est d'avoir une très bonne visibilité sur les 2 prochaines années de la business avant d'aller public, parce que c'est quelque chose qui est très important, que votre stratégie soit bien comprise. D'être bien entouré. Tu mentionnais tout à l'heure la relation investisseurs, les analystes, ainsi de suite. Ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a accaparé beaucoup de temps du PDG et de l'entourage immédiat. Si vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps avec les clients ou le développement des affaires ou ainsi de suite, bien, assurez-vous d'être bien entouré de gens qui peuvent prendre la relève dans certaines de ces choses-là parce que vous allez devoir passer du temps avec les investisseurs, les analystes, et ainsi de suite. Parce que les gens veulent savoir de la bouche du ou de la PDG c'est quoi la stratégie d'entreprise, où est-ce que l'entreprise s'en va. Alors, c'est sûr que l'horaire du temps là, ou le cahier de charge change en cours de route. Alors, c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'adapte. J'ai vu, dans ton cas, tu l'as déjà, mais j'ai vu des entrepreneurs comme toi qui, lorsqu'ils font le move,
se transforment complètement. Et ils sont extraordinaires. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas vu ça venir et donc qui pensent qu'ils vont pouvoir faire les mêmes fonctions qu'ils faisaient avant et qui n'auront pas besoin de s'occuper de cette nouvelle catégorie de partenaires-là, ce qui est complètement faux. Mais j'ai vu autant de gens se transformer complètement qu'il n'y avait pas nécessairement les outils innés, puis le lendemain, c'est comme « wow ». Il y en a d'autres, ben, ils n'ont pas vu venir ça. C'est bien de le dire. Puis ça, en passant, Emilio, c'est des choses qui, encore une fois, moi, en tout cas, au Québec, je trouve que les PDG des entreprises publiques sont archi généreux de leur temps, de leurs conseils. J'en ai appelé plusieurs, des gens qui sont allés publics, d'autres qui ont privatisé. Récemment, il y a longtemps, qui ont fait les deux. À chaque fois que j'ai fait un téléphone pour dire est-ce que je pourrais passer quelques questions, prendre un café, j'ai jamais eu personne qui a dit non. Là. Ça a toujours été, ben, pas tout de suite, mais la semaine prochaine ou dans un mois ou ainsi de suite. Puis, alors, il y a une comment je pourrais dire ça, une générosité incroyable au niveau des PDG d'entreprises publiques, grandes entreprises au Québec pour ce genre de conseils-là. Il y a des organisations aussi, j'ai pris de la formation sur justement quoi dire et ne pas dire. Il y a des gens, des anciens des médias qui le font. Alors, il y a tout un écosystème disponible aux gens qui regardent ça sérieusement. Il y a même à la bourse, il y a des cours qu'on peut suivre avant de faire toutes ces choses-là. Puis, alors, tu sais, je mentionnais tout à l'heure, là, je crois beaucoup à la préparation et d'avoir un bon plan, mais il faut être très bien entouré et être ouvert à écouter puis changer aussi. Puis ça, ce n'est pas toujours facile pour un PDG. Tu as donné des conseils fantastiques dans ce que tu viens de dire. Les dernières 3-4 phrases, c'est plein de value added parce que c'est juste le vécu qui peut faire ces phrases-là. Tu ne peux pas trouver ça dans un livre. Donc, je t'en remercie beaucoup. Puis, je vais juste te confirmer aussi parce que tu parles beaucoup des gens qui t'ont aidé. Mais hier soir, j'ai texté quelqu'un, j'ai dit comment ça se fait qu'il n'est pas enregistré? Fait que j'ai envoyé, sais-tu que je parle à Paul Raymond, il a vécu ce que tu as vécu, tu devrais écouter. Puis il m'a répondu par texto, je le vois vendredi. donc, tu redonnes tes. J'essaye. Je pense que c'est très important. Oui, oui. Tu fais la même chose que d'autres ont pu peut-être t'aider dans le passé pour d'autres, puis on t'en remercie, c'est excellent. Tu as aussi mentionné le rôle des conseillers externes, des avocats, des book runners, des capital markets, des comptables. Et je pense que. Et ça, Emilio, on a des gens extraordinaires au Québec, des organisations, des individus. Écoute, la transaction qu'on a faite, là, elle était vraiment compliquée. Là. C'était un peu calqué sur la transaction de Tim Hortons puis Burger King. Ce n'est pas des petites affaires. Là. Alors, c'était très complexe. Beaucoup de gens ne la comprenaient pas. Même encore aujourd'hui, il faut qu'on l'explique pas mal en détail pour que les gens comprennent ce qu'on a fait. Mais ça a été fait en 6 mois. C'est extraordinaire. J'imagine que ça fit sur une page maintenant. Quand tu l'as vécu sur une longue période de temps, à un moment donné, ça devient un triangle avec 4 mots. Tu es capable de l'expliquer. Mais c'est ça le vécu. Parce qu'avant, ça te prend 3 jours l'expliquer, puis après, ça te prend 3 minutes. Tu sais. C'est ça, exactement. Écoute, je faisais référence aux externes, les professionnels externes, mais j'ai eu une question dans les questions qui sont arrivées avant que je vais te lire parce qu'elle est plus du côté interne des professionnels. De quelle façon le département de comptabilité finance est-il impliqué dans des discussions de stratégie et de croissance, incluant l'appel au financement public? C'est une question qui est venue de nos participants. Oui, alors nous, on était chanceux au début. Durant le processus, on avait quelqu'un à notre CA qui était passé à travers un IPO et une privatisation et qui avait été CFO d'une entreprise publique, et ainsi de suite. Alors, il nous a accompagnés beaucoup là, dans le processus. Et sa première recommandation, c'est qu'on trouve un CFO qui a l'expérience de ça. Alors, on est allé recruter quelqu'un qui l'avait déjà fait. Qui a monté son équipe en conséquence. Et puis, une des choses qu'on a réalisées, c'est que, on n'avait pas les outils pour une entreprise publique de notre taille. Alors, comme vous, on a fait le projet, là, mais en même temps qu'on allait public, on a démarré le projet de mettre en place là, un environnement là, ERP intégré dans lequel on pouvait amener les acquisitions futures. On est très content de l'avoir fait aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très coûteux pour une entreprise de notre taille. Le système qu'on a mis en place, c'est pour une entreprise 2-3 fois plus grande que nous. Alors, c'est un investissement majeur qu'on a fait.
on s'est dit on aimait mieux investir dans l'infrastructure maintenant que de le faire plus tard. Puis on pensait à l'époque que ça nous aiderait à accélérer les intégrations futures, puis c'est le cas. Alors, c'était un gros acte de foi, là, mais comme on est des gens en technologie, si on n'est pas prêt à le faire, c'est difficile de convaincre des clients de le faire. Alors, on l'a fait. On est chanceux que notre équipe financière, dont le CFO, sont aussi très actifs et nous accompagnent dans tout ce qui est M&A. Alors, on a fait 11 acquisitions depuis dans les 10 dernières années, puis 5 depuis qu'on est allé public. De toutes les tailles. Puis à chaque fois, c'est vraiment notre équipe interne là, qui drive le dossier. On va chercher de l'aide externe aux besoins, mais c'est vraiment l'équipe interne qui s'occupe de toute la valorisation, la revue diligente, et ainsi de suite. Félicitations. Écoute, j'ai donné la recommandation sur l'embauche d'un CFO plus tôt que plus tard, dans les derniers 2 mois, 4 fois, autant pour une entreprise de Miami que 3 de Montréal. J'ai participé aux entrevues et j'ai été surpris comment ça a été quand même plutôt facile de les trouver. J'aurais pensé que ça allait être impossible. Non, on a eu des beaux CV. Alors, il y a du talent au Québec, c'est assez incroyable. Puis tu parlais des finances, mais ce n'est pas juste les finances. Le côté légal est aussi très critique dans un contexte, là, justement, d'entrée en bourse, de mise en place de la gouvernance au conseil d'administration. Ça aussi, c'est tout un apprentissage d'être compagnie publique. Et je répète à ceux qui nous écoutent, qui nous ont posé la question, il y a du talent extraordinaire, puis vous avez un rôle dans ces entreprises-là. J'aimerais parler de valorisation parce que tu as dit on fait l'évaluation à l'interne, fait que je vais faire du pouce là-dessus. C'est un sujet qui, je sais, tu dois avoir des opinions fortes. Je veux dire, je sais que je m'en vais toucher des cordes sensibles, mais bon, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse parce que la question est trop facile. C'est que les bases de valorisation boursière dans le service versus dans le produit sont très différentes. Dans certains cas, c'est des multiples de revenus. Dans d'autres cas, c'est des multiples d'autres choses. EBITDA parmi d'autres. Tout le monde cherche à avoir du software as a service puis des revenus récurrents. Est-ce qu'on va voir Alithya faire des acquisitions qui sont fondées beaucoup plus sur les produits? Est-ce qu'on va voir Alithya se transformer pour aller chercher beaucoup plus de revenus récurrents? Ou est-ce que dans ton esprit, un client qui te paye depuis 15 ans, à tous les ans, il est déjà récurrent? Je pense que je vais inventer un nouveau terme, Emilio. Je vais créer du service as a service. Écoute, celle-là, je travaille encore là-dessus à expliquer notre business, mais 95% de notre business est repeat. C'est les mêmes clients qui nous donnent de plus en plus de projets et des plus gros projets de transformation. Dans 10 ans, il n'y aura pas moins de technologie dans nos vies, là. Alors, tout le monde passe par ça. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui survivrait sans les systèmes informatiques qu'ils ont. Et puis, les besoins vont juste aller en grandissant, les besoins de transformation. Alors, notre business ne disparaîtra pas. Dans la dernière année, on a eu 50 de croissance, puis là-dessus, 25 organique. Alors, c'est comme on refuse de la business parce que justement, on veut focuser sur les choses où on peut ajouter plus de valeur. Alors, je ne sais pas ce que les gens ne comprennent pas du modèle de service. Oui, on fait des services autour de produits. Certains nous appartiennent et d'autres ne nous appartiennent pas. Exemple, tu mentionnais Oracle tout à l'heure. Bien, on fait beaucoup de services autour de Oracle. C'est un produit, il ne nous appartient pas, mais on vend des services à valeur ajoutée autour de ce produit-là. On a développé nos propres produits. On a acheté des compagnies aussi qui avaient des produits, qui vendent des services autour. Alors, oui, ça va prendre une plus grande partie de nos revenus avec le temps. Juste le dernier contrat, la dernière acquisition qu'on a fait, c'est venu avec un contrat garanti de 60 millions par année pendant 10 ans. Alors, si je prenais ça, là, puis je le spinnais off à part, puis je dirais, j'ai une business récurrente à 100 qui va générer 60 millions minimum par année pendant 10 ans, la valorisation de ça aujourd'hui, de la façon que la bourse fonctionne, serait plus haute que le reste de l'Alithya au complet. Ouais. Alors, je pense qu'on a beaucoup à expliquer autour des services, de ce qu'on fait, que les gens ne comprennent pas. Mais ça va venir, je suis patient. On n'est pas allé en bourse pour cash out, partir. Il n'y a personne dans l'équipe de management qui a vendu des actions qui est en bourse. Au contraire, on en a acheté depuis ce temps-là. Oui, on a même lancé un NCIB récemment parce qu'on trouve que notre action est sous-évaluée. Alors, on rachète nos propres actions. Exact. Puis dans 5-6 ans, bien, les gens vont réaliser ce qu'ils ont manqué.
Oui, bien, écoute, premièrement, il y a un seuil. Tu n'es pas obligé d'être à 100 parce qu'il n'y en a pas eu qui est à 100. Deuxièmement, la vaste majorité des compagnies de TI qui ont du produit les ont parce qu'ils ont développé des expertises en conseil. Sinon, ils ne les auraient jamais eues. Troisièmement, une interface sur l'Oracle que tu as développée qui t'appartient, c'est du produit. Puis peut-être que les gens viennent acheter ton produit et tu tires Oracle dans certains cas. Fait que oui, il y a bien des choses à expliquer, mais bon. Je vais te donner un exemple d'un produit qu'on a développé, Emilio, à travers une acquisition. Alors, on a fait une acquisition d'une compagnie qui spécialise dans les tests. Alors, quand on fait la transformation numérique, on remplace un système financier, par exemple, s'assurer qu'on n'a rien brisé en cours de route est très important. Alors, il y a beaucoup de tests, d'essais qui se font à la fin d'assurance qualité, puis tout de suite. Avec les solutions cloud, la beauté, c'est que vous êtes toujours à jour, c'est dans un environnement sécure, et ainsi de suite. Mais en même temps, comme tu sais, à tous les trimestres, on reçoit des mises à jour du fournisseur du logiciel qu'on doit mettre en place, puis après ça, on doit tout retester pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a été brisé. Mais on a développé un système pour automatiser ça. Alors maintenant, pour les entreprises, plutôt que de prendre les gens en finance qui devaient aller tester toutes les choses, ça prenne quelques jours, bien, on est capable de faire les tests en quelques heures de façon automatisée. Alors, pour moi, ça, c'est un exemple parfait de où on peut ajouter de la valeur incroyable. Tu n'as pas besoin de plus de monde. Là. Au contraire, c'est quelque chose qui va générer de la valeur pour les clients, puis tout le monde y gagne au change. Oui. Ben, écoute, ce que tu dis là, qui vient vraiment me chercher, c'est le rôle de tes acquisitions dans ta croissance. Les objectifs de croissance que tu as, pas publiés, mais divulgués sur des publications ou des entrevues, genre doubler la taille dans les 3 prochaines années, et c'est réaliste. Le rôle des produits là-dedans, c'est très généreux de partager l'orientation de l'entreprise. J'imagine tout à l'heure, quand tu as parlé d'une acquisition, tu parlais de R3D, une acquisition. Oui, R3D, la plus récente. Des contrats rattachés à la transaction, ce qui est très créatif. J'adore entendre des affaires de même parce que, en fait, toi, tu es dans le core, eux autres, peut-être qu'ils devenaient de moins en moins leur actionnariat. Il y a des besoins rattachés à ça. C'est un win-win-win, 3 fois. Absolument, absolument. Et l'industrie de l'assurance et des télécoms, des industries qui sont en très grande transformation en ce moment. Alors, ce n'est pas les besoins qui manquent là, pour eux. Oui, oui. Écoute, je vais peut-être changer de sujet puis aller sur quelque chose de différent. La main-d'œuvre est quelque chose qui me semble, quand tu parles, vraiment venir te chercher, c'est ta responsabilité envers tout ce qui touche les enjeux environnementaux et sociaux, dont, par exemple, la diversité. Comment tu te positionnes? Puis j'ai fait un peu de recherche pour voir ce que vous faites. Vous en faites beaucoup, ça m'impressionne. Peut-être nous parler un peu de ça. Écoute, moi je vais retourner encore avec le Start with Why. Là. Écoute, je regarde juste comme au niveau des femmes, par exemple, dans notre industrie, c'est moins de 20 Et ça, c'est l'industrie en général. Je pense qu'on est autour de 30 en ce moment chez nous, puis on continue. Écoute, c'est 50 de la population qu'on laisse de côté, qu'on ne regarde pas, et je parle du télétravail, qui est une réalité beaucoup plus présente chez les femmes, avec les familles, puis ainsi de suite. Pour moi, c'est un véhicule incroyable là, qu'on peut maintenant ramener des gens dans le marché du travail qui avaient une mobilité limitée ou déplacement ou ainsi de suite. Ça donne une flexibilité incroyable. Alors, on a beaucoup de programmes justement pour développer le leadership au niveau des femmes, l'inclusion, les minorités. On fait beaucoup de recrutement à l'international. Alors, on a beaucoup d'immigrants Alors, on a pas mal de programmes pour essayer de trouver du monde. On a au-dessus de 400 positions d'ouvertes aujourd'hui. On vient d'ouvrir un centre au Maroc qui a été démarré par des Marocains qui étaient ici au Québec, qui travaillaient chez nous, qui voulaient retourner là-bas à cause de la pandémie ou des raisons familiales, qui ont parti notre bureau là-bas. Et le but, ce n'était pas de sauver de l'argent, le but, c'était de trouver du monde. Alors, on essaie d'aller dans et encore une fois, c'est une possibilité que le télétravail nous amène. Mais moi, je pense, je retournerai plus loin que ça, Emilio, je pense qu'on a un problème de société. Je pense qu'on a un défi de société. Le système de l'éducation ne répond pas aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Je pense qu'on a un virage numérique. Puis là, quand je dis virage numérique, là, je ne parle pas d'avoir des ordinateurs dans les classes. Là. Tous les métiers du futur vont avoir un facteur technologique dedans. Alors,
comment on attire les gens ou on intéresse les gens ou on les avertit que votre job dans le futur, là, il va y avoir un volet technologique. Aujourd'hui, on a même un programme où on embauche des jeunes qui ont zéro background en technologie. On a créé une académie, on embauche des jeunes directement à l'université et on les forme dans une application ou une expertise business logicielle, comme on a des experts en supply chain, des experts en système financier, ainsi de suite. Alors, ce n'est même pas des gens qui ont des backgrounds technologiques qu'on va chercher, puis on les forme justement là-dedans. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur, je pense, avec ce qui s'en vient dans le milieu. Je regarde le baby boom. Là, on a pour 10 ans là, où il va y avoir de moins en moins de monde dans le milieu du travail versus des gens à la retraite. Il va y avoir un manque à gagner, là, puis on ne pourra pas en faire assez. Là. Alors, il va y avoir encore plus d'automatisation, puis encore plus de technologie. Comment on s'adapte à ça? Écoute, je pense qu'on a un défi de société devant nous autres qui impacte tout le monde. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Premièrement, j'aime beaucoup ce que tu as mentionné sur le programme de leadership au féminin. Évidemment, quand tu parles d'académie, c'est que tu dis, bon, il y a peut-être des façons alternatives de pouvoir arriver là. Pour avoir passé beaucoup de temps dans l'enseignement, je peux te dire que de la façon qu'on enseignait il y a 2000 ans, ce n'est pas très, très, très différent de la façon qu'on enseigne aujourd'hui. Une personne en avant, qui soit sur un écran ou qui soit en personne, c'est quand même une personne en avant avec un partage de connaissances plutôt vertical, tandis que ça devrait être beaucoup plus horizontal maintenant. Puis tous les participants devraient partager. Il y a des outils pour pouvoir le faire. Puis effectivement, il y a des choses à faire. Fait que j'adore cette entrevue-ci parce qu'elle est toujours à la fin positive et optimiste. Il y a des choses à faire, mais ils sont réalisables, puis peut-être très rapidement. Écoute, je dirais même plus loin que ça, Emilio. Moi, je pense que, en tout cas, au Québec, on a une opportunité incroyable. On parle des milliards qui sont investis dans les infrastructures, les ponts, les routes, ainsi de suite. Il y a un projet que je trouve qu'on ne parle pas assez, que le gouvernement a décidé de faire, qui coûte quelques centaines de millions, qui est de mettre la fibre optique ou l'Internet haute vitesse dans tous les foyers de la province. Puis j'ai une place dans le canton de l'Est, dans le fin de fond nulle part. Ils sont venus justement passer la fibre optique il y a quelques semaines, puis c'était Noël. J'ai dû avoir l'Internet tout le temps. Mais la pandémie a amené le télétravail et le travail à distance. Moi, je pense qu'on a un outil là, entre les mains qui permettrait de revigorifier les villages, les endroits éloignés, de ramener les familles, les jeunes familles qui ont dû quitter pour venir en ville, pour travailler dans les régions. Puis ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'une autoroute, puis d'un pont, puis d'un si, c'est l'accès à l'Internet haute vitesse pour être capable de travailler à distance. Je pense que ça va donner un accès incroyable, qualité de vie, à tous les bénéfices des choses qu'on a dit, comment on ramène les gens dans les villages. Là. Moi, je pense qu'on a une opportunité. On est assis sur une mine d'or au Québec avec l'énergie verte, l'Internet haute vitesse, le plus gros marché de la planète à même pas 1 heure d'auto d'ici. Regarde, moi, je pense qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire avec ça qu'on ne parle pas assez. J'ai le souci du temps. Donc, je te remercie d'avoir parlé un peu du recrutement à l'étranger comme le Maroc, de l'opportunité au point de vue des régions, que je trouve qui est une autre chose importante. Je voulais que tu parles, parce que tu es considéré grand créateur d'emplois. J'étais dans la salle quand on t'a remis un prix pour cela. Il y a une pénurie d'emplois, mais tu as touché certains points. Fait que j'irai peut-être à une dernière question. J'encouragerais, pendant que tu réponds à cette question-là, nos gens à poser des questions. Il nous reste juste 5 minutes, mais ça a passé tellement vite, c'est fou. Fait que la question, c'est, on se projette 10 ans dans le temps. On est assis sur ton balcon, justement, dans les cantons de l'Est, là où il y a maintenant du Wi-Fi à haute vitesse et l'Internet haute vitesse. Et on jase, puis je te pose la question, dans 10 ans, retourne, pense à aujourd'hui, puis ce qui s'est passé dans les 10 prochaines années, et de quoi es-tu le plus fier? Entre-temps, si vous avez des questions, posez-les. Vas-y, Paul. Ben, écoute, je pense que dans 10 ans, si je regardais en arrière, j'ai plusieurs choses que je pense que je serais très fier. Une, ce serait que les gens disent j'aurais dû acheter des actions quand ils étaient à 3 piastres. Mais sérieusement, je me dirais, s'il y a des jeunes entreprises, start-up, ainsi de suite, qui se disent on va être le prochain Alitia, pour moi, ce serait le plus beau compliment qu'on pourrait faire.
que dans 10 ans, il y a quelqu'un d'autre à la tête d'Alitia, que ce soit encore une compagnie publique de classe mondiale qui est basée ici au Québec, parce que justement, on a été capable de faire une transition, puis avec ce qui se passe, qu'on ait la reconnaissance mondiale. On a créé une académie de leadership chez nous, dont je suis très fier, pour justement attirer puis retenir nos gens, parce que les gens, normalement, quittent les entreprises à cause de leur patron. C'est la raison numéro 1 des départs des gens dans les entreprises. Alors, non seulement on veut des projets intéressants pour les attirer, mais on veut les garder. Alors, tout notre concept d'académie de leadership qu'on a créé, j'aimerais ça que les gens puissent en parler, que ça devienne une étude de cas dans le futur. Je pense de voir l'impact positif qu'on va avoir eu sur nos communautés, système d'éducation, les jeunes. Écoute, sky's the limit, Emilio. Il y a tellement de choses, je pense, qu'on pourrait dire sur nous dans 10 ans, que j'espère qu'on va dire sur nous dans 10 ans. Paul, ce que tu as dit, c'est le souci de la pérennité, mais ce que tu as surtout dit, c'est que tu as déjà planté toutes les plantes que tu veux voir pousser. Fait que tu vas juste vouloir les voir pousser et fleurir, ce qui est très, très beau. Donc, première question, il y a quelqu'un qui va en entendre plus sur R3D, conseil, 600 nouveaux collaborateurs. Wow, peux-tu nous dire d'autres choses là-dessus? Écoute, on a ajouté, c'est intéressant, R3D, ça faisait longtemps qu'on se connaissait, qu'on se côtoyait, qu'on compétitionnait, qu'on se croisait des fois même comme partenaires. R3D avait une vision similaire à la nôtre, puis je dirais qu'il était à peu près 5 ans derrière nous dans ce qu'il voulait accomplir. Puis j'ai vu une opportunité de dire pourquoi on ne se met pas ensemble, qu'on aille plus vite. Alors, un peu comme je mentionnais avec les autres acquisitions, on trouvait que ça n'avait pas de sens d'avoir 2 entreprises similaires qui se compétitionnaient pour sortir à l'étranger. On dit ensemble, on va être plus fort. On avait des actionnaires en commun. On avait Investissement Québec qui était actionnaire dans les 2 entreprises. Et on avait des partenaires, des clients en commun. Alors, Québécois et la capitale à l'époque qui est devenue Beneva. Alors, pour nous, c'était logique. Fait que c'était juste une question d'asseoir tout le monde à la table et de dire comment on fait ça fonctionner pour tout le monde. Mais ça nous a quand même pris 1 an. Puis la pandémie est venue retarder les choses et rendre ça plus compliqué. Mais effectivement, là, c'est 600 personnes. Mais écoute, on a ajouté 1000 personnes dans l'organisation depuis le début de la pandémie. C'est assez hallucinant. Oui. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps, fait que peut-être en rafale, ça veut dire que tu réponds très court, OK? Si on est capable d'en faire 2-3 en rafale. Est-ce que la propriété intellectuelle est une partie importante du succès de l'entreprise? Aujourd'hui, c'est un petit pourcentage, mais ça va aller en grandissant. Parfait. Bonjour, j'ai une question. Si Paul avait la possibilité de changer une chose dans ce beau parcours d'Alitia, ça serait quoi? J'irais plus vite. Bravo! J'adore la réponse. J'ai 2 textos puis un courriel qui disent à peu près la même chose, puis ça va être la fin. Ils disent des choses comme bravo, bravo, bravo. Quelle belle entrevue, inspirante et motivante. Je suis d'accord que tu as fait preuve d'une générosité extraordinaire, d'un partage de ton vécu, avec encore une fois un partage, un peu comme le pay it forward, le pay it back que j'ai dit tout à l'heure. Apparemment qu'on pourrait faire carrière dans ce. Emilio, peut-être un projet de retraite, là, tu pourrais devenir une personnalité médiatique incroyable, faire des entrevues comme ça. Félicitations pour un parcours inspirant. Comment voyez-vous la formation continue à l'intérieur de votre entreprise, en groupe versus individuellement? Pour moi, la formation continue, c'est drôle, hein? C'est une de mes. C'est un de mes, comment je pourrais dire ça, pas un pet peeve, mais je crois beaucoup à la responsabilité individuelle dans le développement. Je lis beaucoup, je continue de m'informer. C'est quelque chose qu'on encourage beaucoup chez nos gens, de dire, attendez pas que quelqu'un vous dise quoi faire. Je pense qu'on est le meilleur gestionnaire de carrière de notre carrière. Ce qu'on essaie de faire, c'est guider nos gens, leur donner accès à des programmes. Mais en bout de ligne, je pense qu'individuellement, on a tous une responsabilité là-dedans. De la même façon qu'on fait des améliorations à nos maisons, puis des rénaux, puis ainsi de suite pour les mettre en valeur, je pense que comme individu, on a une responsabilité envers nous-mêmes de continuer d'apprendre puis de se mettre en valeur. C'est quelque chose qu'on encourage. Puis justement, avec notre académie de leadership où tous les gestionnaires de l'entreprise font. Puis on a plein d'autres choses là, comme Udemy, puis des programmes là, où les gens peuvent accéder à de la formation qu'on paye, qu'on rembourse, qu'on encourage. Il est 11h30. Nous terminons toujours à l'heure. Il restait encore 2 ou 3 questions. On est désolé, on n'a pas pu les répondre, mais
Je te remercie au nom de Raymond Chabot Grant Thornton, au nom de tous nos 350 participants. La preuve, c'est qu'ils ont collé du début à la fin. Je continue à avoir des textos, mon téléphone s'allume, l'écran continue à avoir des questions. Donc, les gens. Emilio, merci beaucoup. Puis si jamais il y a des questions pertinentes, envoie-les-moi après. Ça me fait plaisir de répondre aux gens qu'on n'a pas eu le temps de répondre pendant la rencontre. Donc, à mon nom, au nom de Paul, je vous salue tous. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Merci beaucoup, Emilio. Merci tout le monde.